Alger, quand la ville dort. Splendide Alger, triste Alger, la ville fascine autant qu'elle rebute. Comment rendre compte d'une atmosphère, d'un climat? Comment dire la culture contemporaine dans sa complexité, son épaisseur? Telle est l'ambition de Train de nuit. Les agitateurs nous proposent des univers très différents, éclats de fiction instantanée, où se mêlent le sombre et l'onirique, le brutal et le loufoque. Passagers de la nuit, bien le bonsoir, les couches-tard. Très heureux de vous retrouver pour vivre ensemble de nouvelles aventures de Train de nuit que vous retrouvez bien sûr tous les jeudis et vendredis après le journal de 23h. Un petit peu de poésie dans ce monde de brut pendant 48 heures. Et ce soir donc justement, nous allons à la rencontre de ce ciseleur de verbe qui a pour nom Hamid Larbi, qui est de retour après furtif instinct, ce chant de mots, le voilà nous offrir l'une de ses dernières moissons, l'Odyssée de l'imaginaire. Faut-il également rappeler que Hamid Larbi est journaliste, auteur d'essais et de recueils de poésie, traduit en espagnol, en italien, en russe et même en kabyle. Il scrute, il analyse, il restitue les tourments de l'âme humaine, souvent nourrie de doutes, de questionnements, de blessures et de fêlures, jusqu'à le conduire à citer Assajbar qui disait « Sitôt libéré du passé, où sommes-nous? Le présent se coagule ». L'écriture de Hamid Larbi est fluide, teintée souvent de douleurs constructrices, où justement la résilience est source de désir et de plaisir, où il nous confie pour nous dire « Je parle de vous ». Il se libère, se délivre et justement s'offre entièrement à nous. C'est une forme d'apaisement à travers quelques vers. Et bien ce soir, quelques vers autour d'un vers, autour de deux auteurs. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous donc Hamid Larbi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Train de nuit parce que nous traçons les dernières émissions avant le début de l'été. Et aujourd'hui, vous avez décidé de faire une halte pour nous parler de cette Odyssée de l'imaginaire. C'est aux éditions Le Lys Bleu. C'est une maison d'édition française. Absolument. Parce que vous n'avez malheureusement pas pu vous faire éditer ici. Vous êtes un peu fidèle à vos infidélités. Vous butinez, vous changez énormément de maisons d'édition. Casbah Édition, Apic, Le Lys Bleu aujourd'hui. Qu'est-ce qui provoque réellement ça, Hamid Larbi? En réalité, j'ai cette habitude d'essayer de m'adapter en fonction de l'évolution des choses. Et il se trouve que la maison d'édition, souvent, il y a des moments où des maisons d'édition arrivent à publier, d'autres moments où ils préfère ne pas publier de la poésie, publier autre chose. Et j'ai cette chance. La poésie a-t-elle réellement une place dans la cité aujourd'hui? C'est une question presque philosophique ou existentielle. Je pense oui, la poésie a toute son existence aujourd'hui dans les sociétés dans lesquelles on vit, parce qu'il y a une frénésie aujourd'hui en termes de communication qui fait en sorte qu'aujourd'hui on a du mal à se poser, à se dire à quoi l'utilité de la poésie. Moi je pense que l'utilité... À quoi sert la poésie? Voilà, c'est la question qu'on se posait souvent. On se le posait déjà au XVIIIe siècle, on se posait mais différemment, je pense. Et aujourd'hui on se la pose d'une autre manière parce que on a donné d'abord cette image qui moi j'ai fait l'école algérienne et je me rappelle qu'à l'époque dans l'école algérienne on nous apprenait la poésie, d'apprendre un poème par cœur et je crois que c'est un des torts qui a été fait. C'était le parceurisme et non l'émotion. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas on n'essayait pas de comprendre le contenu d'un poème, mais on essayait d'apprendre et on était sanctionné malheureusement en fonction de notre... Si on échappait à ne pas apprendre par cœur le poème, on était sanctionné, d'où cette image négative qu'on garde beaucoup de gens d'ailleurs que je connais, dès qu'on leur dit poésie, ils ont un ressenti un peu... Mais les maisons d'édition sont-elles réellement dans cette posture? Nous allons essayer du moins de répondre à cette question. D'accord. Quelle est réellement sa vision, son discours des choses? Saïda Othman Tolba, bonsoir. Bonsoir. Je m'excuse, ou du moins excusez-moi pour le bonheur, c'est le titre de votre... Je m'excuse pour le bonheur, oui. Je m'excuse pour le bonheur. Serait-ce une façon de répondre à ces cultivateurs du vide, Saïda Othman Tolba? Oui, il y a beaucoup de justesse dans ce que tu me dis, Karim, aujourd'hui. Tu décryptes très bien ce titre, qui est une réponse à ces gens qui refusent le bonheur, à ces gens qui ne partent pas le chercher, qui n'osent pas aller le chercher. Donc qui refusent le bonheur aux autres. Hein. Aux autres et à autrui déjà, tout à fait, et qui s'éloignent de toute altérité. Donc c'est un titre ironique qui se raconte à travers 64 textes poétiques qui racontent une histoire. Et le chiffre 64 vous apportait bonheur, étant donné que malheureusement votre ouvrage, votre recueil n'est
plus disponible parce qu'elle a eu énormément de succès, en particulier lors de l'organisation des éditions du Salon international des livres. Exactement, et qui a été primé par l'ambassade de Cuba et signé par Fidel Castro pour un texte qui était dédié à feu Ernesto Che Guevara. C'était un texte qui s'appelait Silencio del Chi, silencieuse sans toi. D'accord, mais ce sont les univers tourmentés d'un certain Jamal Amrani qui vous habite encore. Tout à fait. Saïda Othman Tolba. Oui, les âmes perdues, les âmes parties sont près de nous et ils nous apprennent toujours des choses. En fait, on part jamais quand on est poète. On ne part jamais. La nuit du dedans, ça doit certainement vous rappeler des souvenirs de Jamal Amrani, qui était dans une douleur terrible, il était au paroxysme de sa douleur, que ce soit physique par rapport aux tortures qu'il a subies, qui racontait d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil que j'ai mis dans mon recueil par rapport aux mimosas qui dansaient au rythme de tes vertèbres qui se disloquaient. Parce qu'en fait, il m'a raconté un jour qu'il avait une petite fenêtre et qu'il regardait les mimosas jaunâtres pousser, fleurir et alors que la couleur du sang coulait. Tout à fait. Dans la fameuse villa. Exactement, Suvini. Oui. Pour ne pas la citer encore une fois. Oui, justement. Poésie en partage pour celles qui viendraient tout juste de prendre nos émissions en cours et Train de nuit. Aujourd'hui avec Hamid Larbi pour nous parler bien sûr de son dernier recueil, l'Odyssée de l'imaginaire aux éditions donc le Lys. Et puis je m'excuse pour le bonheur, Saïda Othman Tolba. On va revenir à la question avec laquelle on démarre souvent les émissions, Hamid Larbi. Vous vous rappelez de la première fois où vous êtes monté dans un train? C'était en quel 1900? Et vous me regardez d'une drôle de façon du coup. Oui, je me rappelle parfaitement parce que ça a été un train que j'avais pris à l'époque on habitait à Rouiba et on avait pris le train en allant vers Alger et ça a été pour moi quelque chose de très impressionnant donc qui est resté dans... Pour le petit garçon que vous étiez. Et ça a toujours été comme une espèce de rêve, donc des rêves éphémères qu'on a souvent, donc tous ces paysages qui défilaient tout le long du voyage et on garde très peu d'images d'ailleurs parce que souvent on n'a pas et l'arrivée, quand on arrive à un point, on doit descendre. Donc et je crois que D'Ormesson, il a un très très joli texte là-dessus sur le voyage dans le train où il raconte une espèce de la vie. Donc on monte dans le train, on rencontre des gens qui certains montent, d'autres descendent et jusqu'à l'arrivée qui symbolise la mort en quelque sorte. Donc, justement, vous me parliez de ça. On aimerait évoquer également la mémoire d'une autrice, d'une traductrice, d'une poétesse qui nous a quittés il y a seulement quelques jours. C'est Amina Mekahli qui était dans ce train de nuit lors du Salon international du livre. Hamid Larbi, c'est une auteure que vous avez d'abord rencontrée lors d'une émission télévisuelle pour la première fois et puis le lien ne s'est jamais... Une amitié s'est créée depuis un contact permanent que j'avais de cette femme en admiration et je l'avoue, j'étais en admiration de cette femme combative, radieuse, débordant de vie, très très généreuse parce que c'est rare aujourd'hui, il faut le dire, de rencontrer des personnes aussi généreux que ce qui a été le cas pour Amina. Moi, sincèrement, jusqu'à présent, j'ai encore du mal à croire qu'elle est partie, qu'elle nous a laissés. C'est terrible, voilà. Et je crois que l'Algérie, et je le dis en toute modestie, l'Algérie a perdu vraiment une grande personnalité de la culture algérienne. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé c'était un véritable personnage, oui. Il faut également le rappeler, mais qu'est-ce qui vous a le plus touché, interpellé dans sa poésie? Parce qu'elle était dans une poésie introspective, une écriture tout en intériorité, mais profondément blessée, une femme blessée. Moi, mon ressenti quand je lisais, quand je lis les poèmes d'Amina, c'est de la poésie de combat. Elle avait, parce qu'on vit dans une société, il y a beaucoup de tabous, beaucoup de choses de non-dites. Et elle avait cette ardeur, elle n'avait pas froid aux yeux de ce qui... Tout au contraire. C'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui avait vraiment le sens de la logique dans sa tête, de dire qu'il y a des injustices qu'il faudra combattre et exprimer dans notre société. Et je crois que c'est ce qui était en admiration. Moi, en tant qu'homme venant de l'Algérie, je crois que je suis d'une admiration extraordinaire de cette femme-là. C'est-à-dire, c'est rare, malheureusement, aujourd'hui dans notre société, de voir des personnes aussi combatives par rapport à des causes très justes que je trouve et elle le raconte tellement bien dans son ouvrage Les éléphants ne meurent pas d'oubli aux éditions ANEP. C'est la femme qui s'exprime, qui parle d'amour, de désamour, de désaccord avec cette société qu'il a un peu malmenée. Mais il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui dans le regard de l'un et de l'autre. Saïda Othman Tolba.
Tout à fait. On ne peut qu'avoir de l'émotion en parlant d'Amina, avec tout l'amour inconditionnel qu'elle dégageait autour d'elle à 360 degrés, que ce soit pour le grand ou le petit. Elle était à côté du juste, à côté de toutes les personnes qui avaient besoin d'elle, et même au-delà. C'était une femme fédératrice. Elle fédérait le bien, elle fédérait l'unité. Et j'imagine que des âmes comme ça, comme celle d'Amina, ne meurent jamais. Et c'est pour ça que personnellement, je suis là pour lui rendre hommage. Nous en parlerons bien sûr ce soir. Oui. Nous rediffusions une émission que nous avions donc justement réalisée en sa compagnie lors du Salon international du livre la semaine dernière. Elle est originaire d'Oran, mais elle était habitée par Alger. Oui. Alger est un personnage que nous retrouvions dans pratiquement tous ses écrits, comme le livre dont je viens de vous parler, Les éléphants ne meurent pas d'oubli, où elle dit à la page 20, on écouterait presque sa voix avec beaucoup d'émotion, elle dit: le taxi roule vers les hauteurs d'Alger. Alger est majestueuse la nuit, tellement belle. Les lumières sur la baie scintillent comme des étoiles bleues échouées du ciel sur l'eau. La voix de l'Anqa, mélodieuse et grave, interprète ce répertoire que nous connaissons par cœur. Karim, le chauffeur de taxi, et moi. La musique crée une communion entre toutes les classes sociales en Algérie. Ici, à Alger, le Chabi mettait d'accord unanimement cette fameuse gauche dont Karim et son père se vantent. Les capitalistes et descendants des grandes familles riches comme moi, et ce peuple qu'on appelle peuple quand on ne sait pas où le classer, comme Azdin, le chauffeur de taxi. Un ingénieur agronome, père de famille et fils de Babelwed, aimait-il le répéter. Tu sais Karim, ça te fait rire, mais quand je dis que je suis Azdin de Babelwed, ici à Alger, chacun porte son quartier dans ses veines. C'est comme ça mon frère. Et Alger, elle portait cette ville en elle et chez elle, dans pratiquement tous ses univers. Et vous en parliez souvent, Hamid Larbi. Oui. C'est une ville où je suis né et qui a cette magie d'ailleurs. Avant de venir ici, je me suis arrêté un peu plus loin et j'ai marché pendant 20 minutes parce que j'avais envie, après 3 ans d'absence d'Alger, de revoir cette baie d'Alger d'en haut. Et c'est une sensation que je n'arrive pas à retrouver ailleurs, et c'est ce qui me donne de cet Alger. Je suis parfaitement d'accord avec ce que disait Amina. C'est une ville qui nous, malgré tout le chaos, tout ce qui se passe, mais c'est une ville qui nous habite et qui nous donne des sensations extraordinaires. Elle nous disait, c'est même Alger est une ogresse. Ouais. Elle caresse ses enfants, mais ça ne l'empêche pas de les manger parfois. Absolument. C'est ça le rapport. Et votre rapport à la ville, ma chère Atman Tolba Saïda? Avant de parler, si tu permets, Karim, je voudrais parler des chroniques d'Amina qu'elle faisait sur sa page. Et un jour, c'était très amusant et en même temps aussi profond que ce témoignage de ce Azdin qui j'imagine vrai. À un moment donné, elle dialoguait énormément quand elle montait avec les gens. Elle avait un rapport humain. Un rapport humain. Un jour, elle racontait un voyage qu'elle faisait vers Sidi Bel Abbès avec un vieil homme qui l'a prise pour une étrangère, et à la fin elle lui a cloué le bec. C'était à la fois un témoignage d'unicité, d'algérianité commune, le sens du commun, et en même temps il était éberlué, il était content, et c'est cette générosité humaine qu'elle partageait avec tout un chacun, mais vraiment tout un chacun, qui était marquante. Ça lui donnait une force inébranlable d'humanité, et ça le rendait encore plus belle et encore plus belle et encore plus belle dans son âme. La mer n'est jamais loin dans vos univers, dans vos écritures, dans votre poésie, Hamid Larbi, jusqu'à ce dernier, pour lequel vous êtes de passage ce soir dans Train de nuit. C'est le décide de l'imaginaire, quand vous écrivez à la page 35. Observez la mer paisible et ivre, le ciel chargé, lesté dans une brume. Au large, le fantasme escadre. Peut-être l'unique aspect qui brouille et qui agora un repère entre l'onde et l'impavide livide. C'est de quelle mer il s'agit, mon cher ami? Une mer lointaine? Seriez-vous notre Ulysse des temps modernes à travers cet ouvrage? J'ai pas cette prétention, mais sincèrement, j'ai du mal. Mais je suis né à côté de la mer, donc Alger vous habite, vous hante. M'habite profondément, et j'habite de l'autre côté de l'Algérie en France, et c'est à côté de la mer aussi. Donc j'y serai tous les dimanches, quel que soit le temps qu'il fait,
d'y aller à la mer, de me promener à la mer pendant une demi-heure, une heure, peu importe. Mais en tout cas, j'ai ce lien que j'ai avec la mer, et en particulier la mer Méditerranée, qui est quelque chose pour moi. D'ailleurs, c'est pas par hasard dans l'histoire de l'humanité que les plus grandes civilisations de l'humanité, les plus grandes religions monothéistes ont vu leur naissance sur le bassin méditerranéen. Donc il y a cette richesse, cette extraordinaire de la mer. Je crois que c'est ce qu'on partageait aussi avec Amina par rapport à la mer. Elle avait un lien particulier aussi, ce qui la faisait. Sa fenêtre donnée sur la mer à Oran. Exactement. Et on voyait souvent cette image-là. Elle dialoguait avec la mer, mais vous deux également, vous avez souvent été en dialogue avec les éléments. En particulier dans cet ouvrage. Et j'ajouterais juste une chose par rapport à la mer. Moi, c'est un lien, parce que comme j'ai pas eu la chance de connaître ma mère avec eux, donc il y a un lien, une espèce de cordon ombilical avec la mer, sans eux. Et je crois que c'est ce qui fait souvent ce lien. Je dialogue quand je suis là-bas. J'ai toujours certains dialogues avec le ciel. Moi, je le fais à travers la mer, donc j'ai ce dialogue que je crée à travers la mer. La mer, les étoiles, vous le dites, la brise des étoiles par la vague en liberté qui dépasse l'horizon, un crépuscule perpétuel, le brisement de la mer et les éclats, des mots abandonnés et la solitude les pénètrent, des feux oubliés dans une mémoire secrète, l'étoile esquive l'obscur éclat. C'est ça encore une fois votre dialogue avec les éléments, la mer, le ciel, les étoiles. Absolument. C'est l'ouvrage le plus intime, ou du moins celui où les questionnements s'imposent. Oui. Parce qu'il y a une particularité par rapport à ce recueil. Il a été écrit pendant le confinement, parce que je me suis retrouvé, surtout que le hasard... C'est l'existentialisme, voilà le terme que je cherchais. Quand vous écrivez, c'est quoi l'infini? On ne sait pas. C'est une notion que la raison ne peut pénétrer et ne peut donc justement discerner. Absolument. C'est ce qui est, et d'ailleurs, c'est des questions que je me suis posées pendant le confinement, que je disais, le hasard a fait que je me suis retrouvé seul, loin de ma famille, puisqu'ils étaient bloqués, ils étaient ailleurs. Et donc, on avait 1 heure par jour d'y aller faire des courses, et moi, à cette heure-là, je me profitais pour aller à la mer. Et c'était le moment où je me ressourçais, dialoguer. On allait à la mer, donc, et éloigné, et d'où cette nécessité à l'époque si vous voulez, ça a été un moment de méditation avec soi et de remise en cause des doutes qui ont ressurgi, parce que les doutes, c'est ce qui fait, en tout cas pour moi, c'est la ressource qui me permet d'y avancer, parce que je me dis toujours, le jour où je n'aurai plus de doute, ça veut dire que je suis arrivé à la fin d'un parcours ou de quelque chose qu'il faudra voir autrement. Mais une écriture empreinte de beaucoup de métaphores. La métaphore est là. Encore une fois, on revient au personnage qui traverse votre œuvre. La magie de la poésie, moi je pense que c'est ce voyage qui existe entre l'imaginaire et le réel. C'est-à-dire, elle a cette capacité de passer, parce qu'elle s'inspire du réel pour aller vers un imaginaire, et dans le sens contraire, c'est-à-dire on part de l'imaginaire pour créer un espace réel. Et je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui la sensation et je dirais pas même, parce que beaucoup disent souvent ça provoque l'émotion. Moi je pense pas que la poésie ne provoque pas de l'émotion, elle incite la raison beaucoup plus que provoquer de l'émotion, parce que d'ailleurs j'utilise une métaphore que j'aime pas beaucoup, parce que c'est très courant en France qu'on utilise, on parle du grand remplacement, et moi je crois que le plus grand remplacement aujourd'hui de l'humanité, c'est qu'on a remplacé la raison par l'émotion, et on sait impertinemment que l'émotion c'est quelque chose de très éphémère, c'est-à-dire on a une émotion dans l'instant T et après on passe à autre chose, alors que la raison c'est ce qui fait que nous existons en tant que tels. Donc à partir du moment où on n'a pas cette capacité de raisonner, d'avoir un esprit critique, fait que, et je crois que l'utilité de la poésie aujourd'hui, c'est d'inciter la raison, pas d'inciter de l'émotion. En tout cas, c'est ma l'émotion, ma foi, l'émotion, quand elle est constructive, quand elle est canalisée, elle peut aller vers la raison. Quand elle est canalisée, discutée, quand elle part pas dans tous les sens, et justement à travers de la poésie, à travers l'écriture, à travers la peinture, l'art est là pour justement canaliser ses émotions. C'est incroyable la synchronicité de la chose, c'est que aujourd'hui je suis venue dans un taxi, un jeune taxi qui... il y a Amina Mekahli qui est en vous là. Oui, parce qu'elle empruntait énormément les taxis. Oui. Elle était souvent en dialogue. Elle me disait que c'est une source d'inspiration extraordinaire. Justement, le petit jeune s'est ouvert à moi et il a dit Madame, je ne suis pas juste un taxi. Moi, je suis diplômée en psychologie clinicienne, etc. Je lui dis c'est bien. Il m'a dit mais voilà, j'ai dû arrêter parce que ceci. Il a raconté des choses personnelles de sa vie et je lui ai dit
faut sortir ses émotions, il faut dans l'écriture et tout ça. Il m'a dit oui, on a étudié ça, etc. Et voilà, donc c'était un échange. Il a fini par me dire avant de déposer, vous dégagez beaucoup de choses positives, madame, merci, vous avez égayé ma journée, et je l'ai remercié aussi. C'est pour ça que vous avez arrêté de conduire, ça aide Atman Tolba. Oui. Pour analyser la société oui. à travers... Justement, tu m'as posé la question, Karim, tout à l'heure, mon rapport avec la ville. Le rapport, il se tisse après on va dire entre guillemets l'agoraphobie que nous a imposé la Covid. Il se tisse et il est très enrichissant. Par l'autre est un paradis très intéressant quand il s'ouvre à nous, quand on sait discuter avec lui. Même si je dis souvent que je suis en antithèse, et j'ai cette prétention de dire que je suis en antithèse avec Jean-Paul Sartre qui dit l'enfer c'est l'autre, mais l'enfer c'est quelque chose de très intéressant. L'enfer c'est aussi c'est intime. Et l'enfer c'est aussi nous. C'est nous, voilà. Même si le jeu est l'autre, sans pour autant provoquer un débat de psychanalyse ce soir dans Train de nuit. C'est de la psychanalyse. C'est de la psychanalyse, la poésie, comme il a dit monsieur. Il s'appelle Hamid Larbi. Oui. Il est de retour avec l'Odyssée de l'imaginaire. Et c'est très accrocheur comme titre, et j'ai hâte de le lire. Avec un énorme plaisir. Mais c'est un ouvrage qu'il a dédié aux femmes opprimées, les femmes oubliées. Mais qui sont ces femmes oubliées, Hamid Larbi? Toutes les femmes. Aux anonymes. Des anonymes et beaucoup de femmes dans nos sociétés. Aux enfants yéménites, syriens, mais également palestiniens. Ça a été un moment, il y a deux étapes, parce que quand je parle de femmes, moi, j'ai une vision très particulière par rapport à ce qu'est la femme. Moi, la première vision qui me vient souvent en image, j'ai eu l'occasion de le dire, et je ne cesserai jamais de le répéter. Pour moi, la référence dans ma vie aujourd'hui, c'est ma grand-mère paternelle, avec qui j'ai été élevé pendant des années et qui m'a appris ce que c'est être une personne généreuse et un sens de partage. Je garde toujours cette image de quelqu'un qui m'a donné le sens de la vie. Elle savait pas lire, elle n'a jamais été à l'école, mais elle avait compris très tôt, si j'ai envie de réussir dans la vie, il faut étudier. Même si elle savait même pas c'était quoi l'école, mais elle avait ce sens et elle m'a donné. Donc j'ai une admiration à toutes les femmes, et d'autant plus que depuis que je suis père d'une fille aussi qui a aujourd'hui 22 ans. Vous êtes aussi jeune que ça? Oui, mais ça se voit pas, mais en tout cas j'ai une je pense qu'on n'arrive pas. Votre rapport à la femme est intime. Oui. Il est très extrêmement intime, profond. Et ça se ressent. C'est vrai. Et je dirais pas uniquement sur un lien subjectif, mais je dis sur un lien objectif. Je pense que toutes nos sociétés aujourd'hui, il y a une injustice flagrante, que ce soit ici en Algérie ou ailleurs dans notre société, où la femme aujourd'hui, elle continue à être considérée comme inférieure à l'homme, ce qui est injuste, alors qu'une partie de l'humanité, je ne conçois pas la construction d'une société, d'un pays sans l'autre partie de l'humanité. Et d'ailleurs, sans cette partie, le monde n'existerait pas. Et on le sait impertinemment. Hamid Larbi serait-il une femme qui s'ignore? Au fond de vous le revendiquez. Je le revendique hautement. Haut et fort. Haut et fort. Il y a une partie de moi qui, et d'ailleurs heureusement que ça existe cette partie-là, qui est humaniste, qui a le sens du partage. Encore une fois, quand je parle de ma grand-mère, c'est ça. J'ai appris à être humaniste et le partage à travers la femme. Et c'est ce qui, je trouve, s'il n'y avait pas, d'ailleurs, l'histoire nous a appris toutes les guerres qu'on a vécues, l'humanité, c'est des hommes, malheureusement, qui les ont provoquées. Depuis que Jawid Azekad et moi faisons cette émission, donc Train de nuit, espace de toutes les confidences, et croyez-moi, nous avons pendant ces 3 dernières années reçu des chercheurs, des écrivains, des auteurs, des ministres également, mais dès que nous abordons le thème de la mer, je vous assure, tous ces personnages ont les larmes aux yeux. Ils ont beau avoir 60, 70 ans, dès que je leur pose la question à savoir quelle est la personne avec laquelle ils aimeraient partager juste 1 minute, ils s'arrêtent, ils me regardent les larmes aux yeux en parlant et me disant c'est ma mère. C'est un peu Pedro Almodovar du coup. Absolument. Tout sur ma mère. Oui. Et là, vous le revendiquez dans pratiquement tous vos textes. Tout mon texte, que je pense, encore une fois, c'est, on a envie de le dire haut et fort, de dire que aujourd'hui, la femme a toute sa place dans la société, à part égale de l'homme. Et on ne peut pas concevoir, et je trouve, ce qui détruit nos sociétés aujourd'hui, c'est cette ignorance qu'on a engendrée. Et je le dis, peut-être ça peut faire que les gens vont pas partager ma vision. Je pense que les religions n'ont pas aidé, toutes les religions n'ont pas aidé
demander à ce qu'on arrive à surpasser cette idée de dire que l'homme, il a une supériorité par la femme, ce qui n'est pas vrai. Scientifiquement parlant, on peut le démontrer par du moins certaines manières. Lectures ont essayé de nous donner cette image. Au contraire, génétiquement, la femme, elle a déjà le chromosome XX, elle a absolument, voilà. absolument. Et on ne peut pas concevoir. Et ce qui fait mal à nos sociétés aujourd'hui, c'est cette ignorance. Et je crois que le mal en général de toutes nos sociétés aujourd'hui, c'est l'ignorance. Et le rempart contre l'ignorance, il faut le dire, c'est le savoir. Et le savoir, malheureusement, aujourd'hui, il est mis de côté. C'est pour ça que je reviens à mon idée initiale de dire, on vit d'émotions. Beaucoup de gens à répéter des mots, à vivre d'émotions instantanées. Oui, éphémères. Éphémères. Et je vous rejoins là-dessus. Et de suite, on passe à autre chose, comme si c'est alors que le sens critique de notre existence passe à travers. La raison. Mais c'est pour ça que vous nous parlez de cet appel oppressé par la croyance phallocentrique. Vous dites une métaphore sournoise et pathétique du monde qui n'aspire que par le déni, un ordre archaïque, rempart des prédits, femmes déesses de l'humain sur qui la splendeur de la terre repose. Oui, et ça a été écrit sur tout à fait, l'Odyssée de l'imaginaire, je le rappelle, votre dernier ouvrage, au dernier recueil aux éditions Le Lys Bleu, Hamid Al-Harbi. C'est un ouvrage malheureusement pas présent chez nous. Comment est-ce que vous le vivez? Écoutez, c'est frustrant, souvent. C'est vrai que j'ai eu la chance. On parle d'amour, de jouissance, et du coup, il nous parle de frustration. Oui, c'est parce que je reviens à mon pays. J'aimerais bien, je le dis toujours, si j'avais la possibilité de publier mes ouvrages en Algérie, je l'aurais fait. J'ai déjà publié. Il faut rendre Lettres sans l'ombre aux éditions, je le rappelle, APIC, mais également ce chant de mots avec Casbah Édition, et j'en ai eu un autre en arabe qui a été édité aussi chez APIC, qui sortait en 2019. Donc j'ai eu 3 livres qui ont été publiés en Algérie. Mais c'est vrai, le souci, c'est qu'il se trouve que aujourd'hui, encore une fois, que ce soit l'édition en Algérie ou ailleurs, il y a des difficultés énormes pour arriver à. Mais c'est pas normal qu'on soit approchés, nous les écrivains et les poètes, approchés par des maisons d'édition étrangères, et que ici, qu'il n'y ait pas une approche déjà humaine. Que vous n'ayez pas de visibilité, que vos voix ne soient pas entendues. Oui, il faut emprunter souvent le train de nuit, c'est tout. Tous les on l'emprunte, on l'écoute. Il y a également cette ivresse inlassable, une destinée indescriptible, quelques instants de délices et des automnes de supplice. Hamid Al-Harbi, dont vous nous parlez, otage entre l'émotion et la raison, une main semble la saisir, mais brusquement, elle disparaît. Mais la poésie est là. Oui, c'est ça. Elle ressurgit. Elle ressurgit, c'est ce qui donne, d'ailleurs, elle arrive à exister depuis des siècles, et le mot, en général, c'est ce qui est magique. Donc, mais on est dans l'insaisissable avec vous, hein. Vous le dites, hein. L'illusion nous fait croire, la vérité nous échappe. Une ardeur inaccessible, plus on la suit, plus elle s'enfuit. Oui. Et c'est ce qui rend le charme, d'ailleurs. Tout ce qu'on fait, parce que c'est comme l'amour. Si on avait quelque chose, on arrêterait. Et souvent, on a des sensations, des rêves qui, une fois réalisés, on s'arrête. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs. Ils ont quelques rêves, une fois qu'ils les ont réalisés, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial. Vous êtes dans une forme de quête continuelle et perpétuelle. Moi, le jour où j'arrêterai de rêver, ça veut dire qu'il faut que je parte. Non, mais vous êtes là avec nous ce soir pendant 48 heures. En tout cas, c'est mon ressenti. Je me dis, le jour où j'arrêterai de rêver, ça veut dire qu'il sera temps de partir, parce que je pense qu'un être qui n'a pas de rêve, c'est très important de rêver. C'est un être qui est mort. Et malheureusement, aujourd'hui, on vit dans des sociétés où les gens ne rêvent plus. Ils sont là. Et après tout ce que nous avons à subir pendant ces 2 dernières années, ça a été juste terrible. La Covid a complètement bouleversé nos vies. Pas que, parce que les gens se contiennent dans des stéréotypes de vie, et comme ils ne rêvent pas. Et c'est très important de rêver, parce que quand on rêve, on a des objectifs et on fait tout pour les accomplir, et après on avance, et c'est bien d'avancer. Que ce soit dans... Lire votre poésie, Hamid Al-Harbi, n'a pas été suffisant de l'écrire. Il fallait l'entendre. Et c'est également cette autre actualité, Terre de cœur. Je le rappelle, des poèmes choisis de Hamid Al-Harbi, enregistrés avec une voix d'une beauté extrême. Oui, exactement. Et parce que jusque-là, en publiant des livres, je me disais, c'est la quête aussi de savoir comment on peut avoir cette approche d'échange avec cet autre regard. Voilà, cet autre regard qui n'est pas uniquement un regard passif. Parce que souvent, quand je fais des rencontres avec des gens, et maintenant j'incite même beaucoup plus les gens à lire
que ça soit moi qui lis mes poèmes, donc je donne mon livre à des gens pour qu'ils se mettent dans, ne pas être là passivement. Et l'idée, elle était partie de dire, voilà, il y a les mots, il faut leur donner une voix, et on est en train de préparer l'autre face, et c'est de donner une image à travers un film. Donc toujours sur un projet. C'est excellent. Ce projet, ça a été de donner une voix. Et on s'est rendu compte très rapidement, parce qu'il y a de la musique, il y a une voix à l'intérieur, donc c'est de dire... Moi, c'est la voix qui m'a le plus interpellé. Exactement. Et les gens, et je peux vous en assurer, les gens qui l'ont écouté, ils m'ont dit, on les réécoute plusieurs fois, et au bout d'un moment, ce qui n'est pas le cas quand on lit un livre, donc on le réécoute et il y a des poèmes sur lesquels on s'accroche, ça nous parle, ça nous dit des choses, et on est parti de cette idée avec un réalisateur qui est Yazid, celui qui a fait J'ai vu du ciel avec Artus Bertrand. Donc avec qui on est en train de préparer un film. Il y a une quinzaine de thématiques qui ont été choisies, parce que c'est des thématiques qui sont affrontées à travers l'album. L'exil, la Méditerranée, une racontée d'une histoire. L'indifférence. Voilà, exactement. Ça se raconte, il y aura des acteurs, il y a un conteur africain qui va rencontrer une personnage et il est parti de l'idée qui est au départ et qui continue à se faire. C'est Cadmos qui cherche sa sœur, qui est l'Europe, qui est partie. Et là, ce sera le conteur qui est le monde qui va raconter son histoire à travers ce film. Et la photo est terrible. Oui. En noir et blanc, on voit des enfants italienne qui est un ami qui a fait cette photo, je crois qu'en Amérique latine, et qui est très. C'est la misère. Oui. Voilà. Qu'il exprime à travers cette photo. Je le rappelle, Terre de cœur des poèmes choisis de Hamid Lahabi. Faut-il également rappeler que toutes les ventes et les téléchargements de cet album seront versés entièrement au bénéfice d'une association humanitaire pour aider justement en priorité les enfants donc défavorisés en âge scolaire en Afrique. C'est tout à votre honneur. Voilà. Donc double actualité de Hamid Lahabi, Terre de cœur, mais également l'Odyssée de l'imaginaire. Je l'ai dit en début d'émission, c'est une émission hommage bien sûr à cette écrivaine, chroniqueuse, traductrice Amina Mekahli qui nous a quittés il y a seulement quelques jours, et vous vouliez lui parler à travers un texte. Oui. Saïda Othman Tolba. Oui. Amina a écrit on n'arrive pas d'ailleurs à dire ce genre de choses lors de ces derniers jours, un texte qui s'appelle Je suis de vous, et pour lequel elle a été primée, faut-il également... Tout à fait, faut le rappeler, elle a été primée en Roumanie pour ce texte qui est un texte qui parle à tout à chacun, et comme je suis là dans la perspective du miroir, même mon prochain livre il est dans le miroir, parce que quand on s'excuse pour le bonheur et on avance et on fait son bout de chemin, on se regarde de l'autre côté de la rive et on se complaît à savoir qui on est vraiment. Donc elle a écrit ce texte Je suis de vous. C'est comme un feedback que j'offre à sa belle âme, et donc ce texte s'appelle Elle est de nous. Elle est de nous. La regarder dans l'absence, sous le ciel ensoleillé en toute élégance. Elle est de toi, de moi, d'elle et de lui. Elle est de nous. Une grandeur infinie, loin d'aujourd'hui de toutes ses peurs. Dans le regard d'un désert où point grêle ne tombe, sa chair n'a plus le goût de vos lois, mais de la tiédeur à un dernier coup de froid. Ne cueillons plus les épines de la mer, mais nos mains, sa main, demeurent nouées à la nôtre, par des secrets sacrés et des sacrés secrets, comme le sucre fut juché sur son couscous du vendredi, parti se léguer des galants de son espoir, derrière des balbutiements en finitude, qu'elle nous retourne dans de grandes gratitudes. Elle est de nous. Elle est de nous et rien que de nous. Aimons ce qui est nous, emportons-la chez elle, car c'est toujours elle. Emportons-la chez elle, car c'est toujours elle. Fermez-lui ses yeux fatigués, à ses heures ornées de raison, à tous leurs sacrifices de toute saison. Égrenons les prénoms, vous le reconnaîtrez, vous reconnaîtrez son prénom, vous reconnaîtrez le sien, à côté de ce morceau rassis de pain. Sans exubérance, et même sans rien, aurons-nous des mains ouvertes à son retour au-dessous des vagues, ouvrant le vent et ses nuages, aux étoiles qui scintillent une Amina, qui scintillent une Amana, que nous confions à la terre d'une éternelle mère éternelle.
Hommage à Amina Bekahli qui nous a quittés il y a seulement quelques jours. Poésie en partage pendant 48 heures ce soir avec Saïda Othman Tolba, mais également Hamid Larbi pour l'Odyssée de l'imaginaire. Je le rappelle encore une fois, son actualité, c'est aux éditions Le Lys Bleu. Vous me promettez d'être à l'heure demain, ici même, sur le quai du 21 boulevard des Martyrs. Dans quelques instants, c'est le rendez-vous de l'information. À demain, Hamid Larbi, Saïda Othman Tolba. Oui, on sera là. Et vous également. Merci. À demain dans quelques Merci instants. Le rendez-vous de l'information. الهلال النايم